On va pas se mentir, aujourd'hui, il est quand même souvent de bon ton de mépriser les prix littéraires, souvent accusés d'être attribués d'une façon fort discutable. Entre les copinages jurés, lauréats, les diverses pressions des éditeurs, les méthodes de sélection douteuses, tous les conflits d'intérêts possibles, autant dire qu'à la fin, quand un auteur est primé, quel qu'il soit, il nous reste toujours de très bonnes raisons de penser que le jeu était truqué, ou du moins inéquitable, et que le lauréat n'était pas forcément celui qui méritait le plus son prix. Bon, après, de toute façon, est-ce qu'on mérite vraiment quelque chose dans la vie? Je vous laisserai méditer là-dessus de votre côté, parce que en fait, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Moi, ce dont je veux parler dans cette vidéo, c'est de la récompense qui écrase toutes les autres dans la littérature, j'ai nommé le prix Nobel. Alors soyons clairs sur un point, je suis lucide, comme beaucoup de gens, je trouve que les prix littéraires, ça dit pas grand-chose du talent d'un auteur, surtout quand on sait à quel point en fait le process de sélection est souvent absurde en lui-même. Cependant, avouons quand même que sur la couverture d'un bouquin, la mention prix machin truc, ça fait toujours bien, surtout auprès des gens qui y connaissent rien. Et ça, c'est loin d'être anecdotique parce que du coup, un prix littéraire prestigieux, ça aide à vendre et c'est pour ça que le commerçant qui sommeille au fond de moi comprend leur rôle dans l'économie actuelle. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que moi, si on me donne un prix, franchement, je l'accepte, mais avec grand plaisir. Je crois que c'était Salvador Dali qui disait quelque chose comme, alors j'ai plus la citation exacte, mais c'était un truc du genre, je suis prêt à parier que si vous m'offrez 500 000 francs là, tout de suite, je suis capable de les accepter sur le champ et sans broncher. Et ben moi c'est pareil avec n'importe quel prix littéraire, pourvu qu'il soit un minimum prestigieux quand même, je vais pas accepter tout et n'importe quoi, mais enfin vous m'avez compris. Et donc sur ces entrefaites justement, en parlant de prestige, s'il y a bien un prix littéraire qui assomme tous les autres, comme je l'ai dit, c'est le prix Nobel. Contrairement au Renaudot ou au Goncourt qui ne rayonnent que dans la francophonie, lui il brille à l'international, il couronne une carrière, une œuvre et pas seulement un livre, donc ça c'est génial parce que quand vous l'avez, votre éditeur peut foutre prix Nobel sur toutes les couvertures et ensuite ça se vend comme des petits pains. Quand Annie Ernaux l'a eu en 2022, ses ventes ont littéralement explosé. En plus, comme on est sur un prix international, ça peut potentiellement vous ouvrir des portes vers des nouveaux publics. On va traduire vos livres dans encore plus de langues. Bref, vraiment, le prix Nobel pour un auteur en termes de reconnaissance, de diffusion de ses œuvres et d'argent, c'est le jackpot. Et d'ailleurs, fait très intéressant, le prix Nobel de littérature s'accompagne d'une dotation financière qui est loin d'être dégueulasse. En tout cas, moi j'avoue très humblement que je cracherai pas dessus, dans la mesure où elle s'élève à environ 10 millions de couronnes suédoises, parce que la Fondation Nobel est suédoise, ce qui nous donne à la louche dans les 900 000 euros. Donc franchement, je trouve que c'est pas mal. Limite, faudrait être fou pour refuser un prix Nobel. Et justement, en France, on a eu un petit foufou qui l'a refusé en 1964, en la personne de Jean-Paul Sartre, qui est d'ailleurs le premier à refuser le prix Nobel de littérature. Je précise, mais en 1925, il y a un auteur qui en avait refusé la dotation financière. Cependant, il avait quand même accepté le prix. Donc autant dire qu'en 1964, Jean-Paul Sartre fait office de précurseur. Quand il annonce qu'il décline la distinction, tout le monde est pris de court. D'ailleurs, l'Académie suédoise, chargée par la Fondation Nobel de désigner le lauréat, s'y attend tellement pas que en fait, elle refuse son refus. Bon après, ça fait plus de 60 ans qu'on donne des prix Nobel, tout le monde est toujours content de l'avoir, et là, d'un coup, il y en a un qui le refuse, donc bon, le truc c'est qu'on s'était jamais posé la question de qu'est-ce qu'on fait si un tel le veut pas. Et donc ça fait qu'en 1964, malgré le refus de Sartre, le prix n'est pas réattribué, et du coup, dans les listes de lauréats, le nom de Sartre apparaît toujours officiellement, même si on accompagne parfois son nom d'une mention pour signifier qu'il l'a refusé. Quoi qu'il en soit, que Sartre ait refusé le prix, c'est une chose, mais comprendre les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix, c'en est une autre, et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est justement d'étudier ces raisons. Bon, du coup, pour vous donner du contexte sur toute cette histoire de prix Nobel attribué puis refusé, courant octobre 1964, Jean-Paul Sartre apprend en lisant Le Figaro littéraire qu'il fait partie des grands favoris au prix Nobel cette année-là. Seulement, lui, il veut pas de cette distinction et donc il écrit une lettre très formelle et très polie au secrétaire de l'Académie suédoise dans laquelle il explique qu'il ne souhaite pas être couronné. Monsieur le secrétaire, d'après certaines informations dont j'ai eu connaissance aujourd'hui, j'aurai cette année quelques chances d'obtenir le prix Nobel. Bien qu'il soit présomptueux de décider d'un vote avant qu'il ait eu lieu, je prends à l'instant la liberté de vous écrire pour dissiper ou éviter un malentendu. Je vous assure d'abord, monsieur le secrétaire, de ma profonde estime pour l'Académie suédoise et le prix dont elle a honoré tant d'écrivains. Toutefois, pour des raisons qui me sont personnelles et pour d'autres qui sont plus objectives, je désire ne pas figurer sur la liste des lauréats possibles et je ne peux, ni ne veux, ni en 1964, ni plus tard, accepter cette distinction honorifique.
Je vous prie, monsieur le secrétaire, d'accepter mes excuses et de croire à ma très haute considération. Alors la lettre est très polie, peut-être même trop polie pour révéler les véritables opinions de Sartre sur le sujet, comme on le verra un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, le problème c'est que Sartre a beau écrire cette lettre, à l'époque, selon le règlement du Nobel, la décision du comité ne dépend pas de la volonté des candidats. En fait, on ne peut pas se porter candidat au prix Nobel de la même manière qu'on ne peut pas se retirer de la liste des prétendants si on y figure. Du coup, les volontés de Sartre n'y changent rien, le prix Nobel, si on vous le donne, on vous le donne, un point c'est tout. Enfin, évidemment, après, pour que tout soit fait dans les règles de l'art, il faut encore aller à la cérémonie officielle et faire les démarches pour récupérer le chèque qui nous est dû. Mais enfin, du point de vue de la désignation, une fois qu'elle a été rendue publique, ça y est, vous êtes Nobel, que vous le vouliez ou non. Et ça, Sartre, ça lui plaît pas, donc il insiste, il ne veut pas du prix. Et en fait, il donne le 22 octobre 1964 une interview à la presse suédoise qui 2 jours plus tard est traduite en français et paraît dans Le Monde, et dans laquelle il s'étend sur les raisons de son refus. Alors déjà, premièrement, il commence par dire « Les raisons pour lesquelles je renonce au prix ne concernent ni l'Académie suédoise, ni le prix Nobel en lui-même, comme je l'ai expliqué dans ma lettre à l'Académie. » Bon là, à mon sens, c'est surtout une très jolie formule de politesse dont il ne pense pas un traître mot, parce que vous verrez que quelques années plus tard, il aura plus tout à fait le même discours à ce sujet. Néanmoins, n'anticipons pas trop et restons-en à ces raisons de 1964. D'abord, la première qu'il évoque pour justifier son refus, c'est une raison personnelle. Il explique qu'il a toujours refusé les distinctions officielles. Par exemple, après la guerre, on lui a proposé la Légion d'honneur, il l'a refusée, et s'il ne veut pas de ce genre de distinction, en fait, c'est parce qu'il ne veut pas associer son nom à une sorte d'argument d'autorité qui viendrait de son statut et qui pourrait troubler sa parole. Comme il l'explique dans son interview, cette attitude est fondée sur ma conception du travail de l'écrivain. Un écrivain qui prend des positions politiques, sociales ou littéraires ne doit agir qu'avec les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire la parole écrite. Toutes les distinctions qu'il peut recevoir exposent ses lecteurs à une pression que je n'estime pas souhaitable. Ce n'est pas la même chose si je signe Jean-Paul Sartre ou si je signe Jean-Paul Sartre, prix Nobel. En même temps, il explique aussi que s'il prend des positions politiques sur certains sujets, en tant que prix Nobel, il engage malgré lui toute l'institution Nobel, responsabilité qu'il ne souhaite pas porter. Donc du coup, pour éviter dans un sens comme dans l'autre que lui ou l'institution soit associé à des idées qui ne sont pas les leurs, il se refuse en quelque sorte tout lien officiel avec une quelconque institution. Et ça, il le résume dans cette phrase, « L'écrivain doit donc refuser de se laisser transformer en institution, même si cela a lieu sous les formes les plus honorables, comme c'est le cas. » Bref, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a une volonté très forte chez Sartre de 1. Conserver une parole indépendante qui n'engage jamais que lui, et 2. De respecter le plus possible ses lecteurs en se présentant de la manière la plus humble possible, c'est-à-dire sans tous les artifices du statut qui pourrait accompagner un écrivain prestigieux. Ensuite, une autre raison qui motive aussi son refus et qu'il appelle une raison objective, mais que moi je qualifierais plutôt de raison circonstancielle, c'est qu'à l'époque on est en pleine guerre froide, il y a ce fameux conflit bloc de l'Ouest contre bloc de l'Est, et même s'il reconnaît être issu de la culture occidentale et qu'il aimerait une réconciliation entre les deux blocs, ses sympathies vont quand même plutôt vers le socialisme et vers le bloc de l'Est. Et ça joue dans sa décision parce que même s'il reconnaît que le prix Nobel de littérature n'est pas officiellement une distinction de l'Ouest, dans les faits, il en est quand même une. D'ailleurs, il critique le fait que les lauréats du Nobel soient toujours des auteurs très associés à l'Ouest. C'est pourquoi, dans la situation actuelle, le prix Nobel se présente objectivement comme une distinction réservée aux écrivains de l'Ouest ou aux rebelles de l'Est. On n'a pas couronné par exemple Neruda, qui est un des plus grands poètes sud-américains. On n'a jamais parlé sérieusement de Louis Aragon, qui le mérite pourtant bien. Alors après, comme Sartre s'identifie comme un socialiste très proche de l'Est, on pourrait dire il avait qu'à accepter le prix, et comme ça aurait montré que le prix Nobel pouvait récompenser justement des auteurs proches du bloc de l'Est. Mais le problème, c'est qu'il a peur que son acceptation du prix Nobel soit récupérée politiquement, notamment par la droite, qui y verrait une forme de ralliement à des valeurs bourgeoises. Pour le contexte, plusieurs années plus tôt, Sartre s'est engagé politiquement, il a soutenu les communistes, la décolonisation, les révoltes étudiantes, etc. Bref, il a un passé politique très à gauche et il a peur qu'en acceptant le prix Nobel, qui est un prix qui fait très bourgeois, eh bien que la droite ne dise « Bon ok, allez, on le pardonne, dans sa jeunesse, il a peut-être mené des combats qui nous ont déplu, mais aujourd'hui, il rentre dans le rang, il s'assagit, donc ne lui tenons pas rigueur de son passé politique controversé. » Et tout ça, c'est bien gentil, sauf que lui, il veut pas être pardonné, entre guillemets, pour
son passé politique controversé, comme il l'appelle. En fait, ses combats politiques d'hier, même s'il admet avoir pu commettre des erreurs, sont toujours d'actualité. Donc, il ne veut pas qu'on croie qu'il s'embourgeoise et qu'il renie ses idées ou ses combats. Autre chose aussi, il précise que même s'il a plus de sympathie pour l'Est, il n'accepterait pas non plus un prix littéraire qui y est associé, comme le prix Lénine par exemple, parce qu'il sait très bien au fond qu'il est au milieu de deux cultures très différentes et il a le désir, entre guillemets, de privilégier une forme d'entente entre les deux blocs. Donc il préfère pas s'associer d'un point de vue institutionnel à un camp plutôt qu'à l'autre. Bon là j'avoue c'est un petit peu absurde parce que de toute façon en fait on sait très bien que idéologiquement il est à l'Est, donc après qu'il y soit institutionnellement ou pas, à mon sens ça change pas grand chose. Mais en tout cas, bon, il explique que pour lui ça compte et ça pèse dans sa décision. Quoi qu'il en soit, ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers ce qu'il appelle cette raison objective de refuser le prix Nobel, il évoque une exception qui aurait pu l'amener à accepter le prix quelques années plus tôt. C'est si on lui avait accordé cette distinction pendant la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, alors que nous avions signé la déclaration des 121, j'aurais accepté le prix avec reconnaissance parce qu'il n'aurait pas honoré que moi, mais aussi la liberté pour laquelle nous luttions. Mais cela n'a pas eu lieu et ce n'est qu'après la fin des combats que l'on me décerne le prix. Ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'il n'est pas totalement fermé à l'idée de recevoir une distinction si celle-ci peut bénéficier, dit-il, à une cause plus grande que lui. Le seul ennui ici, c'est qu'en 1964, comme il le dit, cette cause qu'il a défendue précisément n'est plus d'actualité et donc ça n'a plus de sens de recevoir le prix pour la défendre. Mais ce qui est amusant ici, c'est qu'il se contredit quand même légèrement puisque plus tôt il expliquait qu'il ne pouvait accepter le prix Nobel car sinon il allait se laisser institutionnaliser, au sens perdre son indépendance en tant qu'auteur, et ça il en faisait une sorte de principe général. Il ne voulait pas engager malgré lui une institution dans ses prises de position. Et là, justement, il dit qu'il aurait pu accepter le prix pour en faire profiter une cause. Donc finalement, il prétend qu'en tant qu'écrivain, il ne veut pas perdre son indépendance, mais de l'autre, il annonce quand même qu'il y a bien une cause pour laquelle il aurait pu lâcher du mou. Alors après, est-ce qu'il l'aurait fait ou non, je sais pas, mais personnellement, je note quand même là une petite contradiction de sa part dans ses justifications. Et enfin, pour terminer avec les explications données dans son interview, il conclut en expliquant qu'un truc qui l'a quand même fait hésiter, c'est la dotation financière qui accompagne le prix Nobel. Alors à cette époque, Sartre, financièrement, il est bien, et disons que c'est pas un mec qui court spécialement après l'argent, donc à titre personnel, il n'a pas besoin de la dotation. Par contre, il est animé par des causes politiques, sociales, etc. et il est conscient qu'avec les 250 000 couronnes suédoises du prix, qui d'après les informations que j'ai trouvées, à l'époque représentaient dans les 300 000 euros, il pourrait soutenir une cause. L'ennui, c'est que même s'il peut donner les 300 000 euros à une cause quelconque, en acceptant le prix, à ses yeux, il trahit tellement ses idées et il trahit tellement surtout des idées qui sont partagées par ses camarades de route que le coût à payer est trop important. En gros, trahir des principes communs, même pour une grosse somme d'argent qui pourrait bénéficier à ces principes, ça vaut pas le coup. Et donc au final, pour toutes ces raisons, Sartre refuse le prix Nobel, n'ira pas à la cérémonie de remise du prix et ne touchera jamais la somme qui lui est due. Cependant, encore aujourd'hui, comme on le sait, son nom reste attaché au prix Nobel et au fait qu'il l'ait refusé, puisque comme on l'a dit officiellement, on ne peut pas refuser le prix, donc il ne sera pas réattribué cette année-là et son nom figure toujours dans les listes des lauréats. Qu'il le veuille ou non, il reste celui que l'Académie suédoise avait décidé de récompenser en 1964. Bon alors on pourrait en rester à cet article / interview de 1964 pour comprendre pourquoi Sartre a refusé le prix Nobel, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en 1973, il donne une interview au micro de Jacques Chancel pour France Inter, et disons qu'il y a un petit truc qui change par rapport à 1964 dans les raisons qu'il évoque pour justifier son refus, c'est qu'il est tout à coup beaucoup plus critique envers l'Académie suédoise chargée de décerner le prix Nobel. Rappelez-vous, en 1964, il commençait son interview en disant « Les raisons pour lesquelles je renonce au prix ne concernent ni l'Académie suédoise, ni le prix Nobel en lui-même, comme je l'ai expliqué dans ma lettre à l'Académie. » Et vraiment, dans sa lettre à l'Académie, comme dans son interview, il est très courtois et très respectueux envers le jury. En 1973, c'est un peu moins le cas. Vous n'êtes pas accroché aux honneurs? Non, vraiment pas. Les honneurs, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, j'en ai refusé un, le prix Nobel, et pour les autres, j'en ai pas eu. Pourquoi avoir refusé le prix Nobel? Parce que je ne vois pas pourquoi une cinquantaine de messieurs âgés et qui font de mauvais livres me couronneraient. C'est au lecteur à dire ce que je vaux, ça n'est pas ces messieurs-là. L'honneur, c'est d'être lu. Ben oui, si vous voulez. De la même manière, vous ne pouvez pas entrer à l'Académie française. Bien entendu. Qu'irais-je faire avec ces vieux messieurs?
Bref, au micro de Jacques Chancel, Sartre confesse finalement quelque chose qu'il n'avait pas dit en 1964, à savoir qu'il méprise quand même un peu au fond de lui les jurés du prix Nobel, qu'il accuse d'écrire de mauvais livres et d'être parfaitement incompétent pour dire ce qu'il vaut en tant qu'auteur. Et ça, à mon sens, c'est loin d'être anecdotique et c'est peut-être même là la raison qui explique le plus en fait pourquoi il a refusé ce prix Nobel. Évidemment, ça n'engage que moi, mais je considère que toutes les raisons qu'il a données précédemment, c'est surtout des raisons qui permettent de rationaliser son choix, mais fondamentalement, en fait, quand on creuse vraiment, ce qu'il y avait au fond de lui, c'est qu'il y avait un profond sentiment d'antipathie pour le jury, en fait, pour les gens qui décernaient le prix Nobel. Et c'est pour ça que ce petit extrait d'interview de 1973, à mon sens, il explique beaucoup de choses. De la même façon, il y a encore un truc que je trouve assez intéressant dans cette interview, c'est qu'à un moment, il formule une idée qui va d'ailleurs de pair avec ce qu'il disait dans son interview de 1964, sauf que cette fois-ci, il va beaucoup plus loin et il met aussi beaucoup moins la forme. Vous pensez à être récupéré? Non, je pense au contraire qu'on essaye, que le prix Nobel est une récupération. Mais je pense que je ne me laisserai pas récupérer, du moins tant que je vivrai après. Peu importe, je ne pense pas qu'on me récupère aujourd'hui. Et je pense que peut-être on peut me récupérer ici, parlant aimablement avec vous. Mais quand nous aurons fait libération... Mais il n'y a jamais d'idée de récupération, c'est un mot, je crois que... Je pense que c'est un mot vous très prenez important. dans le mauvais sens. Non, c'est un mot très important. J'ai un ami des Niger, un yougoslave, qui appelle ça le baiser de la mort. Il veut dire par là que presque tous les gens qui ont écrit contre la classe dirigeante, quelle qu'elle soit, à un moment donné, écrit ou agi, à un moment donné, on essaye de leur donner le baiser de la mort. Ça veut dire de leur donner des honneurs, de l'argent, ou des choses plus subtiles, pour qu'ils lâchent un peu. Et on en voit des tas qui, effectivement, sont récupérés comme ça. Là, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, le meilleur moyen de faire taire un auteur très critique envers la classe dirigeante, c'est tout simplement de lui offrir des honneurs, c'est de lui faire un cadeau. Et en un sens, il a raison. D'ailleurs, dans son livre Influence et manipulation, le psychologue Robert Cialdini considère que faire un cadeau, c'est un acte de manipulation qui joue sur le fait que vous vous sentez redevable quand quelqu'un vous offre quelque chose. Et en soi, là-dessus, je peux le comprendre. Officiellement, recevoir le prix Nobel n'engage à rien, mais officieusement, si on l'accepte, ça peut devenir peut-être plus difficile de combattre les membres du jury sur le terrain des idées parce qu'on peut se sentir redevable envers eux. Ou alors sinon, pour accepter le prix sans se sentir redevable envers qui que ce soit, il faut être prêt à se comporter avec ingratitude, chose qui n'est pas forcément évidente non plus. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'on a dit tout ça, pour conclure sur l'objet de cette vidéo, est-ce que Sartre finalement a eu raison ou tort de refuser le prix Nobel ? Personnellement, je trouve que c'est compliqué à dire. En fait, je dois avouer que j'ai du mal à estimer à quel point il se serait senti, lui, obligé envers l'Académie suédoise s'il avait accepté le prix, ni à quel point ses soutiens socialistes auraient pu éventuellement se sentir trahis. Après, je comprends qu'il veuille garder une totale indépendance, une totale liberté. Je suis juste pas convaincu que refuser le prix l'ait aidé d'une quelconque façon à être plus indépendant ou plus libre. Bon, sinon, à côté de tout ça, je sais que les mauvaises langues diront aussi que Sartre a fait preuve de snobisme ou qu'il s'est fait un coup de pub en refusant le prix Nobel. Je considère que ce sont des raisons qu'on ne peut pas totalement exclure. Bon, personnellement, c'est pas ce que je crois au regard du personnage, mais bon, à la limite, on peut accorder le bénéfice du doute à cette théorie. Après, de toute façon, nos motivations, quand on prend une décision, peuvent tout à fait être plurielles. Entre celles qu'on invoque publiquement et celles qui nous poussent secrètement, il peut aussi y avoir des différences, comme il peut ne pas y en avoir. La psyché d'un être humain, quel qu'il soit, est souvent assez complexe. En attendant, je ne lui ferai pas non plus un procès d'intention là-dessus parce que, à mon sens, il avait ni raison ni tort d'accepter ou de refuser le prix. Je pense pas qu'il soit spécialement hypocrite là-dessus et de toute façon, bon, il fait ce qu'il veut comme n'importe quel auteur et je dirais surtout vis-à-vis des prix littéraires que l'important, c'est pas de les accepter ou de les refuser officiellement, c'est surtout de ne pas être dupe, c'est-à-dire de ne pas croire qu'un prix signifie autre chose qu'un coup de projecteur sur notre travail. Comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, un prix littéraire ne dit rien du talent d'un auteur et peu importe l'écrivain récompensé, qu'il soit talentueux ou non, il y aura toujours des gens pour juger que quelqu'un d'autre le méritait mieux. Encore une fois, ils auront ni raison ni tort, c'est juste que en fait, le process pour dire tel écrivain est bon, tel écrivain est pas bon, etc. et pour trier les écrivains et pour les juger et pour les porter au nu, le process en lui-même en fait est absurde. Donc tout ce qui en résulte est pour moi également absurde.
Mais c'est pas pour ça que j'irai cracher dessus, parce que, comme je l'ai dit, ça fait de la publicité, et la publicité, moi, j'aime ça. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus de contenu sur la littérature, je vous invite à vous abonner à ma newsletter, dont le lien est en description. On est maintenant plus de 400, mais je suis sûr qu'on peut être beaucoup plus. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, comme ça vous êtes averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt.